Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. C'est Momo. J'espère que vous allez bien. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui, nous accueillons Lisa. Alors, qui est Lisa? C'est une jeune femme de 21 ans, extrêmement courageuse, parce que témoigner sur la chaîne Apostat Islam est en soi quelque chose qui peut être très dangereux. En général, les personnes qui acceptent de témoigner sont non seulement conscientes du danger, mais en plus ont des capacités de se protéger, que ce soit physiquement ou que ce soit socialement, dans le sens où elles sont en général financièrement indépendantes et à l'écart de toute pression extérieure qui pourrait se mettre sur eux. Lisa, la particularité, c'est que elle n'a pas cette chance encore. Elle vit encore chez ses parents, elle est étudiante, et du coup, elle est consciente du risque qu'elle prend, et c'est d'autant plus courageux de sa part. Et par ce geste, j'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser que dans la communauté des apostats, nous comptons parmi nous des jeunes femmes très courageuses, et ce que j'espère de Lisa, c'est qu'elle puisse inspirer d'autres jeunes femmes à elles aussi prendre des initiatives. Ce n'est pas forcément témoigner euh, sur mon podcast. J'espère qu'elle vous partagera de son énergie et de son courage afin que vous aussi vous puissiez entreprendre des initiatives afin de faire grandir notre communauté. Alors avant de vous donner quelques autres infos sur Lisa, je voulais revenir rapidement sur le dernier épisode que j'avais produit avec Gretchen, un épisode très touchant sur lequel j'ai eu de très très bons retours. J'ai eu par contre un commentaire d'un ami qui m'a fait la remarque qu'en introduction, lorsque j'ai introduit l'épisode, j'avais peut-être un peu plus que d'habitude manqué de neutralité ou d'objectivité. C'est selon, en expliquant que le père de Gretchen, qui était une personne extrêmement violente, extrêmement toxique, et qui s'était extrêmement mal comporté dans sa vie vis-à-vis de sa famille, euh, j'avais expliqué brièvement, mais souvent dans les intros, on n'a pas vraiment le temps de développer une pensée, donc évidemment c'est toujours assez ramassé, mais ce n'est pas une excuse en soi. Si ce que j'ai dit pouvait porter à confusion, c'était dans mon rôle d'être un peu plus complet au moment de l'introduction. Et pour vous la faire courte, ce que j'ai dit du père de Gretchen, c'est que son comportement pouvait trouver sa source, ou en tout cas pouvait être justifié, et c'est comme ça que je l'ai dit, pouvait être justifié islamiquement. Et ce que j'entendais par là, évidemment, et pour moi c'était évident, mais apparemment ça ne l'était pas tant que ça, ce n'était pas que lire le Coran et étudier même l'islam de manière globale allait ensuite vous amener ou allait vous conforter dans une attitude violente envers vos enfants et envers votre famille. C'était pas là où je voulais en venir. Ce que je voulais expliquer, c'était que se comporter de manière extrêmement autoritaire et extrêmement brutale pouvait se défendre de manière islamique. C'est quelque chose qui peut c'est quelque chose qui peut se justifier à soi-même. C'est ça que je veux dire. Le fait de pratiquer l'islam et d'être brutal avec sa famille n'est pas quelque chose en soi qui est antinomique. Et mon ami m'a fait la remarque que le père de Gretchen enfermait ses enfants et les privait de nourriture, euh, et que ça c'était en dehors de l'islam. Évidemment que ce genre de comportement est en dehors du sens moral et du sens commun, et que 90 et l'immense majorité des musulmans seraient contre favoriser ce type d'attitude. Mais le point que je voulais faire émerger, c'était que ce n'était pas si évident que ça, que de trouver une articulation et une argumentation en islam pour critiquer son comportement de manière pleine et entière. Car lui-même aurait pu justifier son comportement et se défendre islamiquement parlant. Et voilà, j'espère que la nuance est un peu mieux comprise. Autre sujet très rapide, je vais l'évoquer très rapidement pour pas alourdir l'introduction. J'ai participé avec l'organisation dont je suis le président, le Mouvement pour l'émancipation et la liberté de pensée, avec tous les bénévoles de l'association qui sont pour la plupart des apostats, et même plutôt des apostats de l'islam. Nous avons participé à la Fiesta Laïkia,
pour célébrer la journée de la laïcité qui était le 9 décembre. La fête s'est extrêmement bien passée. On a dépassé nos objectifs, clairement. Elle s'est bien mieux déroulée que ce qu'on pensait. Le seul petit bémol, finalement, mais voilà, je le savais depuis le départ, j'étais un peu frustré de pas pouvoir faire plus de publicité publiquement pour cette fête. Et la raison, elle est vraiment évidente, c'est que ma position d'apostat de l'islam m'empêche de publiquement faire des annonces et des appels un peu au grand public. C'est très problématique parce que même si évidemment il y a 0,01% de psychopathes dans la communauté musulmane, euh, le problème c'est que le risque aussi faible soit-il, je peux pas me permettre de le prendre. Parce que voilà, il suffit d'un taré pour gâcher la vie de X personnes dans une fête que moi-même j'aurais organisée. Et voilà, c'est ce que fait peser un peu cette menace terroriste, c'est le fait de pas pouvoir être serein quand on fait des choses publiquement avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, ça me rend pas paranoïaque, mais voilà, c'est des exemples de la vie où j'aurais bien aimé être un peu plus libre de mes actions et où je ne l'ai pas été. En tout cas, voilà, si vous avez fait des dons au mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, ou alors à Laïcs sans frontières, sachez que voilà, vos dons ont contribué à l'organisation d'une fête qui n'était pas uniquement pour les adultes, elle était aussi pour les enfants. Il y a eu, je dirais, entre 40 et 50 enfants qui sont venus faire des activités manuelles autour du thème de la laïcité. Et voilà, vraiment dans une très bonne ambiance. Et c'est des enfants qui, en général, voilà, n'ont pas les moyens forcément de pouvoir sortir et faire des choses vraiment stimulantes. Et là, je pense qu'ils ont passé un très bon moment. Et puis après ça, bah, ça a été l'occasion de se retrouver un peu entre nous. Donc c'était de manière un peu plus pédagogique que d'habitude. La personne principale, un peu l'invité d'honneur de cette conférence, c'était Tania de Montaigne, qui est une écrivaine assez connue en France et qui est une personne clé de l'univers laïque en région parisienne. Et pour vous donner un petit peu envie de regarder l'épisode, sachez qu'avec Lisa, pour revenir à elle, nous allons parler de coups de règle qui lui ont été octroyés pour non-port du voile. On parlera aussi de ses vacances en Algérie et comment elle aurait pu couler à cause du port d'une burqa. On parlera aussi de ses aventures à vélo et comment ce moyen de transport aurait pu exposer son intégrité physique au dire de sa famille. On parlera également de la circoncision de son frère, qui est un moment assez poignant. Et enfin, nous parlerons d'excision. Voilà. Et évidemment, il y aura tout un tas de sujets. Et pour faire une dernière incise sur le père de Gretchen, sachez que voilà, je vais vous démontrer dans l'épisode que évidemment, loin de penser que voilà, tous les pères musulmans répondent à un certain type de profil, le père de Lisa, lui, en l'occurrence, même si il est très difficile à vivre, euh, il reste aux antipodes de celui de Gretchen. Donc évidemment que tous les profils existent chez les musulmans, même si ils ont souvent en commun de ne pas avoir l'apostasie facile à digérer. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel épisode. Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, nous accueillons Lisa. Et Lisa, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors, merci de venir sur le podcast. C'est super courageux de ta part. Je leur dirai en introduction du podcast, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes comme toi qui ont le courage de témoigner publiquement, même si j'espère que le témoignage restera anonyme et que personne dans ton entourage ne remontera jusqu'à toi. Mais le simple fait quand même de prendre le risque, parce que le risque il reste réel, ça témoigne déjà d'emblée de ton courage. Donc déjà en introduction, je veux vraiment te témoigner presque ma fierté en fait de savoir qu'il y a parmi les apostates des personnes aussi courageuses que toi. Donc voilà, ça c'était pour commencer. Et sinon, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Eh bien, je suis une étudiante, voilà, de 21 ans précisément, qui je vais
appris, on va dire, petit à petit dans le temps à me débarrasser de certains dogmes. Mon père est d'origine algérienne. Euh, D'origine, il est même de nationalité algérienne. Il est né là-bas, grandi là-bas. Et ma mère, elle est de culture française. Et puis j'ai deux frères, hein, voilà, deux petits frères. Voilà, c'est pour rester un petit peu flou, mais au moins ça pose un cadre sur comment ça se fait aussi on est dans ce cadre de l'islam dans la famille. Ok, super. Donc du coup, tu as grandi dans cette famille, tes parents sont encore ensemble, et ton père, qui est algérien, du coup, j'imagine qu'il a grandi en Algérie, et il a grandi, du coup, j'imagine dans l'islam, mais tu vas nous confirmer Oui, ça tout à l'heure. ouais, Et ta mère, du coup, elle est de culture française, et même d'origine française. oui. Et est-ce que elle a grandi dans la chrétienté ou dans autre chose, même peut-être? Et Oui. comment s'est passée la rencontre entre tes parents? Voilà. Alors oui, ma mère, alors mon père, lui, effectivement, il est né en Algérie, grandi là-bas, donc dans l'islam aussi. Donc c'est pas sans savoir, je pense que, alors mon père en plus est né dans les années 70, donc l'Algérie était déjà indépendante. Il y avait ce retour à l'islam qui est très prégnant, surtout dans l'éducation. Je parle à l'école surtout, parce que bon bah c'est vrai que dans les familles on pouvait voir un petit peu une pratique un peu légère de l'islam. Donc mon père, lui, il a reçu vraiment l'éducation. Il a eu des maîtres de religion qui l'a beaucoup inspiré et qui l'ont poussé aussi à apprendre le Coran, les sourates, etc. et à avoir une pratique assidue de l'islam. Et ma mère, quant à elle, elle a dans une famille catholique, vraiment catholique pratique à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas de son côté, mais catholique pratiquante. Ils allaient à la messe tous les dimanches. Voilà, c'était chacun, c'était en France aussi, hein, donc chacun a un petit peu sa culture et puis la religion qui va avec. Et donc, ça paraît un peu improbable hein, comme rencontre, mais quand, en tout cas, ils se sont rencontrés, ma mère était plus chez ses parents. Elle ne pratiquait plus autant la religion catholique. Elle allait plus tous les dimanches à la messe. Je pense que tous les enfants qui ont grandi là-dedans, bon, ils voyaient une forme de contrainte à y aller tous les dimanches alors qu'on pouvait jouer plutôt que d'aller à la messe. Voilà, le cadre était plutôt détendu du côté de ma mère. Et mon père, lui, il était arrivé en France, pense assez récemment. J'ai pas exactement la chronologie en tête. Il est Ok. venu Donc il a après. fait ses études en Algérie et il est ensuite venu en France pour essayer Voilà. de gagner sa vie, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc ils se rencontrent comment alors tes parents? Donc ils se rencontrent dans un cadre amical, purement amical. Alors mon père, à une époque, et là c'est là qu'on va peut-être voir une évolution dans tout le récit que je vais donner après. Donc mon père sortait, il allait au restaurant, il allait dans les fêtes, il allait dans les festivals, etc. Voilà, c'était très, par rapport à mon père, pour moi c'est complètement impensable, très light. Et donc c'est dans ce cadre-là, amical, donc des amis d'amis qui ont fait, voilà, ils se sont retrouvés ensemble dans une soirée et voilà, ils se sont rencontrés comme ça, puis ça s'est fait. En fait, ça s'est fait complètement en dehors des sentiers que l'islam prescrit, c'est-à-dire qu'ils ont été petits copains, petites copines. Ils ont emménagé ensemble sans se marier. Enfin voilà, c'est complètement finalement on se dit quand je vois, j'entends l'histoire aussi. Aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce que tu n'as pu accepter de Ah faire mais ça? moi j'ai une explication, hein. C'est que dès que Ah la oui, religion elle s'immisce, bizarrement ça casse l'ambiance, hein. ah Du oui, coup oui. bah ta mère, j'imagine qu'il l'a pas forcé à se convertir au départ. Alors du coup toi t'es arrivée la première. C'était quoi encore l'ambiance dans ces années-là? Alors, quand évidemment, alors il a beaucoup parlé de ma mère dès le début, et ma mère, faut Hmm. savoir que quand même, elle restait, même si elle pratiquait pas beaucoup la religion catholique, elle restait très croyante en Dieu parce qu'elle a eu des expériences personnelles faisant qu'elle était persuadée que Dieu existait, quoi. Donc voilà, elle restait très croyante, donc elle est très sensible au discours de Dieu, etc. Donc mon père lui parle quand même beaucoup de religion. Je rappelle qu'il a eu des mentors en islam qui l'ont beaucoup inspiré. Il est venu avec toutes ses expériences en tête. Voilà, mon père pratiquait, mais plutôt dans son coin. Puis ma mère, finalement, s'est intéressée à la religion et elle s'est convertie. Et ils se sont mariés, et puis peu de temps après, je suis arrivée. Voilà, c'est Ah l'histoire d'accord, que... donc elle s'est convertie avant le mariage, hein. Oui, Donc,
Ok, Ouais. donc c'est arrivé quand même assez rapidement. J'imagine ils sont pas restés pendant 20 ans ensemble sans se marier. Là-dessus, la chronologie est vraiment, j'ai Ok, jamais, ok. Bon, disons que ça a pris quelques mois, voire peut-être quelques années. oui, peut-être, ouais. Ok, Mm. ok, ok. Est-ce que ta mère, elle t'a déjà dit pour quelle raison elle s'était convertie? Ça m'intéresse quand même. Précisément, non, mais comme je te disais, elle était très croyante, donc puis elle l'est toujours d'ailleurs, très croyante en Dieu. Et puis en fait, en entendant parler de l'islam, pour elle, c'était parfait. C'était le Dieu qui l'avait sauvée à maintes reprises au cours de sa vie. C'était ce Dieu-là et c'était pas le Dieu catholique. Voilà, donc je pense que ça lui a parlé dans ce sens-là. Et puis bon, quand mon père parle de religion, c'est très convaincant, hein. C'est Ah, difficile de... Ouais, c'est les difficile de... revues sont bons pour conter des histoires. Ah, très très bon, très très bon. Donc c'est difficile de se dire non, mais enfin, c'est pas possible. Donc, quand on lit pas soi-même les textes sans édulcorant qui va autour, que ce soit l'amour, que ce soit je ne sais pas, une personne qui vous parle de religion, c'est féministe, que c'est ceci, que c'est cela, parce que bon, ma mère était quand même une jeune femme C'est très marrant parce engagée. que la religion, elle évolue avec l'air du temps. Je pense pas que dans les années Ah oui. 70, on aurait dit Ah, que la religion islamique était féministe. non, 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 pas du tout. Puis alors Bientôt, encore on moins dirait que les c'est une années. religion végane, Oui, c'est ça exactement. Bah, bientôt on dira ça. décroissante. Oui. Donc bah là c'était vraiment ça. Pour le coup, ça lui a beaucoup parlé puisque ma mère était une personne très engagée. Et puis si on lui dit que la religion est féministe, bah, la religion est féministe. Donc voilà. Oh, ok, nickel. Ça s'appelle le discours performatif, tu vois. Ouais, c'est C'est- ça. Exactement. Bah, Ok, ok. Bon, on saura pas trop en fait comment vraiment elle s'est convertie, mais il y a pas de souci. Mais ce serait quand même par curiosité, je t'invite à lui demander comme ça peut être une discussion intéressante, une oui, discussion bah entre une mère et une fille. après, Thomas, formellement, hein. elle m'a toujours raconté, hein. Elle m'a dit que c'était un très beau jour où elle est allée à la mosquée avec mon père. Ils lui ont fait prononcer la shahada. Et puis les gens ont applaudi. Ils lui ont dit bienvenue ma sœur, etc. Et ça, elle en garde un souvenir mais impérissable parce que pour elle, c'est le moment où on l'a accueillie. Et puis là, elle s'est sentie vraiment embrassée par la communauté, quoi. Voilà. Non, non, mais c'est sûr. Il On y a va pas peut-être... leur enlever ça. Ils savent accueillir Ah oui, 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 les brebis égarées. oui. Ok, ok. Et donc, du coup, toi, t'arrives, bah, du coup, avec deux parents musulmans cette fois-ci. J'imagine en plus ton père, maintenant, il était marié, il avait sa femme, il avait sa Ouais. fille. Donc voilà, j'imagine qu'il se recentrait en plus vers la cellule familiale. Donc, qui dit se recentrer, bah, dit justement devenir un peu plus sérieux, quoi. Je pense. Donc, la religion, à mon avis, a dû monter crescendo, en tout cas dans sa tête. Et Oui. donc, bah, parle-nous de ton enfance. Comment t'as grandi sous le prisme islamique, hein, je veux dire, hein, parce que Oui. c'est ce qui nous intéresse dans le podcast. Oui, bien sûr. Donc l'enfance, donc, dès la naissance, enfin, pour dire que j'ai conscience d'être musulmane, on va dire ça comme ça, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que je ne peux pas dater précisément dans ma tête quand est-ce que je me suis dit ah oui, carrément j'y crois. C'est-à-dire qu'on m'en parle depuis, je pense, dès le berceau en fait. Donc dès la toute petite enfance, j'ai conscience de ça, de l'islam. Je vois mon père prier. Parfois, je l'imite, voilà, je le rejoins en plein milieu d'une prière quand je suis enfant. Donc, c'est vraiment des petites choses qui me sont en tête comme ça, qui montrent que vraiment, bah, il y a l'islam dans ma vie. Je le sais. Alors, il faut savoir qu'après, outre ça, quand même, ma mère ne se voile pas. Voilà, là-dessus, du côté de ma mère, j'ai quand même un point de vue qui est un peu différent. J'ai compris que ma mère était vraiment musulmane, limite plus tard que moi-même je le suis en fait. Évidemment, dans mon enfance, dès qu'on est enfant, donc on nous explique qu'on mange halal, que quand on va à l'école ou quoi, faut pas manger de viande à la cantine, que oui, c'est un petit peu, enfin voilà, dès la maternelle en fait, on rejette la viande qu'on sert à la cantine. C'est des choses un petit peu qui sont liées à la pratique du l'islam, sans que moi, forcément, pas forcée à faire la prière ou quoi. C'est Euh, intéressant de savoir que qu'on t'a laissé rejeter la viande à la maternelle. ouais, alors oui, effectivement. Donc on me demandait par exemple, alors j'ai des souvenirs très précis où ma mère me demandait ce que j'avais mangé à midi, et puis c'était quoi le menu, ou alors quand on entrait à l'école, elle regardait le menu et elle me disait ah là il y a de la dinde, prends pas la dinde, voilà. Donc voilà, c'était
des choses comme ça. Donc dès l'école, ouais, voilà, je rejetais la viande, enfin, voilà, parce que je savais que les musulmans et quand on est musulman, on mange pas une viande qui est pas halal. Voilà. Et alors, sinon, dans l'éducation religieuse, j'imagine t'as dû faire les cours d'arabe, non? Oui, exactement. L'école coranique. L'école coranique, c'est ça, qui avait aussi pour mission à côté de nous apprendre un peu l'arabe, mais bon, finalement, on n'a pas du tout appris l'arabe. C'était uniquement centré sur l'apprentissage du Coran. Donc, l'inscription à l'école coranique s'est faite à peu près en même temps que j'ai été inscrite à partir donc du collège à l'école catholique, voilà, qui était une école privée sous contrat. C'est important quand même de le préciser. Donc en fait, on nous apprenait le Coran, les sourates par cœur, par répétition. C'est important de le noter parce que je ne sais pas si ça relève de la superstition ou pas encore aujourd'hui, mais on nous disait voilà qu'il ne fallait pas apprendre les sourates en phonétique. Moi, je ne savais pas du tout lire l'arabe, donc je n'apprenais pas les sourates. C'était soit on les apprend en arabe, soit on les apprend Ouais. en répétition. T'avais pas le petit Coran avec écrit en phonétique, mais avec des Euh, caractères européens? T'avais pas ce petit Coran-là? non, pas du tout. Ah, j'ai loupé la mise à jour 2024 de l'apprentissage de l'islam. Ah, c'est marrant parce que moi j'avais un Coran où j'apprenais en phonétique Ah les oui, sourates. Et ouais. du coup, ça marchait super bien. Alors nous, Et du au coup, début, donc là maintenant c'est les écoles d'arabe, elles font plus ça quoi. Enfin les écoles coraniques. alors en Parce tout que, cas, pour ma part, enfin, en non, tout cas là où t'étais quoi, je veux dire. Ah, ouais, ouais, non, c'est intéressant. c'était Ok. hors de question. On nous disait, alors au tout début, effectivement, j'avais imprimé les sourates qu'on nous demandait d'apprendre. Je les avais imprimées, trouvées sur internet et imprimées, et Mhm. en phonétique. Et donc quand je suis venue avec ça à l'école d'arabe, on nous a dit non, non, ça c'est interdit, voilà, Ok. c'est Bon bah écoute. un péché, Ouais. etc. Voilà quoi. Donc, C'est un péché. ah oui, oui. On en apprend tous les jours. Enfin, faut pouvoir comprendre, quoi. Moi, je comprenais pas Mm. pourquoi on nous faisait juste répéter des phrases et des phrases pendant des heures, en fait, pour qu'on finisse par apprendre les sourates. Et c'est un petit peu particulier parce que la façon de nous l'apprendre, c'était à l'ancienne, quoi. Donc, Ça veut dire quoi l'ancien? à l'ancienne, avec c'était un imam, un prof imam, voilà, qui avait une Ok. règle en métal. Et donc, on nous disait, on nous est répété, donc si on prononçait mal, on se prenait un coup. Si on n'avait pas appris, on se prenait 2 coups. Voilà, voilà, d'une semaine à l'autre, C'est quoi évidemment. ton record toi? Moi, c'était déjà d'office, parce que fallait porter le voile dans la mosquée, dans une D'accord. mosquée. Et donc, moi, c'était d'office, je prenais un coup parce que je refusais de Parce que mettre t'avais pas porté le le voile. voile. Voilà, je T'avais refusais de le taré. mettre. T'avais Et quel âge? j'ai commencé, j'avais 10 ans. Donc, Donc à 10 ans, t'as un mec qui te mettait des coups de règle parce que t'avais pas mis ton voile pour venir à l'école coranique. voilà, Ok, exactement. bon écoute, le voile qui, ouais, ok, bah écoute, c'est bien, c'est en France, hein, on est d'accord. Hein. Oui, tout à fait, c'est en France. Ok. C'est Elle est c'est en encore ouverte cette école, tu penses? Elle n'est, alors, des dernières nouvelles, c'est qu'elle n'est plus ouverte telle que moi je l'ai connue, puisque ça se Ok. passait dans une mosquée qui ressemble pas à la mosquée avec le minaret, etc. C'était une mosquée, une petite maison en fait, qui était d'ailleurs pas entretenue. C'était catastrophique, il faisait très froid, l'eau s'infiltrait, enfin c'est catastrophique. Et elle a fini par être détruite et ils ont construit à la place un centre de santé. Voilà, c'est Bon, bah, complètement écoute. différent aujourd'hui. Bon, et à part les coups de règle, t'as d'autres Alors, anecdotes sur bah, l'école? sur l'école coranique, surtout qu'on était séparés entre filles et garçons. Alors si on pouvait pas être Oui, ça. dans la même salle, c'était les garçons devant, les filles derrière. Bon, voilà. On connaît tous ce schéma qui m'insupportait d'ailleurs. Je comprenais pas pourquoi les garçons devaient être devant et moi je devais être derrière parce que je suis une fille. C'est marrant, t'avais déjà une petite conscience féministe Oui, oui, avant oui. l'heure. Ouais, Ok, ouais, ouais. c'est intéressant. C'est d'ailleurs ce qui m'a toujours révoltée. Donc les garçons toujours devant, nous on était derrière. Fallait que se mettre un voile sur la tête. Et puis on nous disait, on nous répétait des choses. Alors on était d'autres filles ou les adultes, etc. Mais des choses comme faut pas parler aux garçons, il faut pas leur faire la bise, il faut pas leur serrer. Donc il arrivait qu'on reste toute la journée là-bas, surtout pendant les vacances scolaires. Donc on y allait tous les jours et on restait toute la journée, pendant que moi, mes copines à l'école allaient au centre aéré, en colo ou ce genre de choses. Mais moi, j'allais à l'école coranique. C'était très frustrant. Et puis bien sûr, les 5 prières à faire par jour. Fallait
on vérifiait qu'on faisait bien nos ablutions, qu'on faisait bien le bon nombre de fois à se mettre de l'eau sur le visage. Bref, je comprenais pas. Ok. T'en gardes Voilà. pas des souvenirs impérissables. Non, j'en garde pas des souvenirs impérissables, si ce n'est un avec une. Alors là, j'étais un peu plus âgée, hein, c'était déjà à la fin du collège. J'y suis allée jusqu'au début du lycée à l'école coranique, hein. Donc ça a duré longtemps. Et, euh, et en fait, c'était déjà à la fin du collège et c'était une fille avec qui je m'entendais bien. Et puis en fait, toutes les deux, on rigolait bien de ce qu'on nous apprenait, quoi. Ça commençait vraiment à nous taper sur le système, on va dire, tout ce qu'on nous rabâchait chaque jour. Et donc un jour, en pleine prière, on rigole d'un garçon devant. Enfin bon, c'est pas intelligent hein, en tant qu'adolescent, voilà. Mais voilà, on rigole, enfin, ça se remarque. Et à la fin, on reste les dernières dans la mosquée. Et l'imam qui parle à nos deux pères sur ce qui s'est passé pendant la prière. Et après, bah, mon père était très énervé. Je me suis dit, ouh là, je vais m'en prendre une. Mais non, non. J'ai eu droit à la morale, mais j'ai pas eu. Il t'a jamais frappé, ton père? Si, j'ai déjà reçu des rousses, mais pas pour des raisons religieuses. Voilà. Ok, C'était ok. vraiment Donc rien à signaler Non. de trop extrême. Non. Ok. Bon bah écoute, merci l'école coranique. Et du coup, Voilà. ça t'aura vachement servi dans ta vie, hein. Oui. Et du coup, tes frères, ça se passe comment, même avec ta mère, comment ça se passe vos rapports au Alors, point de vue islamique, hein, je veux dire. Alors avec mes frères, du point de vue islamique, donc déjà mes frères ne savent pas que moi, l'islam, ça ne me concerne plus aujourd'hui. Mes frères, eux, et moi non plus, je ne connais pas leur point de vue par rapport à l'islam non plus, mais de façade, ils pratiquent, notamment quand mon père est là. Notamment, c'est ce que je remarque. Ou alors sinon ils vont faire beaucoup d'allusions, voilà, à l'islam, en disant Bismillah, ce genre de choses. Parce que T'es comme ça toi aussi? moi, À j'ai l'époque, je été. veux dire. Oui. Alors, surtout dans les moments où je me sentais particulièrement musulmane, voilà. Oui. Oui. Toujours, par contre, dans le privé, pour ma part. Toujours chez moi, par contre, si j'étais dehors ou à l'école ou sur Comme une quoi, pause. c'est un peu Voilà. forcé, hein. Ça sort pas tout seul en fait. Oui, ouais, c'est Il y a ça. une part de mise en scène, tu vois. Oui, tout à fait. Après, moi, je ne connais pas de l'autre côté. Peut-être que mes frères se comportent de la même façon que moi, je me suis comportée à l'époque, hein. C'est-à-dire qu'en famille, j'avais une façade islamique, on va dire, très étayée. Puis, par contre, dès que je suis sortie, je faisais tout pour cacher ça, hein, contenir. Ok, Parce que, c'est marrant ça. voilà, je savais que c'était différent, que d'ailleurs ça me gênait parce que je savais que c'était pas la norme, hein, surtout dans le milieu catholique où j'étais, c'était absolument pas la norme. Donc je faisais tout pour cacher ça, garder ça privé, voilà. T'en avais honte ou c'était juste une espèce d'intelligence sociale où tu savais que t'étais pas dans l'environnement islamique et Mm. du coup tu t'adaptais de manière vraiment intelligente quoi. Dans le sens intelligente dans le sens je comprends là où je suis, Ouais. je m'adapte au code de là où je suis quoi. J'étais vraiment enfant, donc jusqu'à ce que j'entre au collège, j'avais honte. Surtout, mon père avait, par exemple, sur sa voiture, sur le rétroviseur, il avait mis une Sepra. Donc ça me gênait parce que voilà, ça se trouve les gens savaient pas du tout ce que c'était. Ça aurait pu être un outil qu'on se dise ah bah ça vient d'Inde ou quoi. Bon, on aurait très bien pu se dire ça. Donc, mais non, moi j'en avais honte. Il nous déposait à l'école avec ça, j'avais vraiment honte. Il avait aussi, par exemple, Muslim Pro, enfin il a toujours Muslim Pro sur son téléphone avec l'appel à la prière. L'application la plus téléchargée du monde. Ah ouais, j'avais vraiment honte et j'en ai toujours honte aujourd'hui, hein, quand on est dehors, en supermarché ou quoi, et qu'il y a l'appel à la prière qui sonne, je lui demande de couper en fait. Ou alors sinon je change de rayon parce que j'ai pas envie de m'afficher avec ça. Donc j'avais honte de ça. Et puis en fait à partir du moment où je suis entrée au collège, j'ai commencé à avoir moins honte, mais surtout par adaptation. Parce que je savais qu'en fait, tout simplement, j'avais pas envie d'imposer aux autres ma religion ou la religion de mes parents. Enfin voilà, j'avais pas envie de ça. Et d'ailleurs, pendant très très longtemps, je n'invitais pas de copines à la maison parce que mon père faisait la prière et puis il considérait qu'il était chez lui, donc encore plus qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc il faisait la prière et des fois mes amis comprenaient pas. Ils pouvaient se dire, surtout mes amis les plus proches qui étaient rarement venus chez moi, ils pouvaient se dire mais qu'est-ce qu'il fait là ton père?
Il fallait que je leur explique qu'ils priaient et que ça n'avait rien de bizarre. C'est compliqué à expliquer Ouais, ça en c'est fait. intéressant. Non, mais c'est intéressant. Et t'avais pas des copines rebeux? Enfin, ou musulmanes tout court, je veux dire. Ben non, pas jusqu'au lycée. Pas jusqu'au C'est lycée. intéressant. T'as évolué dans un environnement où il y avait pas beaucoup d'immigration. Ah ouais, Ou ouais, c'est ouais. toi qui naturellement te... Ah ok, Non, d'accord. il y avait pas beaucoup. Il y a encore des coins qui existent comme ça en France. Ben alors pourtant que ce soit par exemple dans l'immeuble où on habitait, il y avait des gens qui venaient d'Afrique, voilà. Mais bon, en fait, il y avait tellement de tout, de toutes les religions, tout ça, et puis en fait, c'était pas un sujet. Ok, Ouais. donc l'environnement il restait mixte, on va dire, Oui, mais c'est toi qui avais, enfin, par le hasard des rencontres, j'imagine, où il y a oui peut-être un truc aussi. subconscient, Ouais. t'avais pas beaucoup d'amis musulmanes. Non, pas du tout. Ouais. Ok, ça, non, C'est c'est à intéressant. part Non, à mais tu sais que l'école moi aussi, hein, coranique. pour Ouais. l'anecdote, hein. Mm. Pour l'anecdote, moi aussi, donc ouais, je me demande s'il y a pas un truc à chercher là-dedans. Ah, c'est vrai, ouais, bah, peut-être que Bah c'est peut-être. déjà une expression d'un de nos biais qu'on a fait, des biais, je ne sais pas, l'expression de notre pensée en tant de futur apostat, je ne sais pas en fait. Et on voulait s'éloigner en fait de tout ce discours en fait, je ne sais pas. J'avais pas le côté j'avais honte ou des choses comme ça. D'ailleurs, j'avais même plutôt une fierté, parce que en plus nous on était vraiment pour le coup, on était en majorité, donc voilà. Mais c'est après coup que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis musulmans. Donc Mm. moi d'ailleurs, j'ai pas eu de souci avec l'apostasie, vu que j'avais pas trop de potes musulmans. J'ai pas eu besoin de faire le ménage, quoi. Ah oui, bah, Ok, bah écoute, c'est intéressant. Du coup, tu m'as dit que oui, ton père était d'origine algérienne, donc j'imagine que vous avez fait quelques vacances en Algérie, non? oui. Ça s'est passé Oui. comment? Alors, on en a fait pas beaucoup. Enfin, moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que mes parents donc étaient pas non plus. Ils avaient tout à fait de quoi nous éduquer, tout ça. On vivait bien, très confortablement. Mais bon, bah partir loin en voyage, prendre l'avion, etc. Bah ça, tout de suite, c'était un peu compliqué. Donc concernant les vacances, donc mes parents, voilà, comme je disais, ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens financiers parce qu'il fallait partir prendre l'avion, etc. Donc c'était très cher, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas les low cost qui permettaient de faire la liaison entre la France et l'Algérie. Donc c'était soit Air France, soit Air Algérie. Donc c'est quand même du haut de gamme, on va dire, et c'était un peu cher. Donc on n'y est pas allé souvent. Une première fois enfin en tout cas première fois dont je me souviens, parce qu'ils sont allés avec moi bébé, mais ensuite bah moi je me souviens première fois j'avais 5 ans, donc là bah j'ai rien de spécial à redire, sinon que je me suis bien amusée avec mes cousins, les cousines et voilà. Puis c'était les vacances d'été, donc j'étais très contente. Et une seconde fois, cette fois-ci j'avais 11 ans. Et donc là, je m'en souviens bien mieux et j'avais suffisamment, on va dire, de conscience pour remarquer les points vraiment négatifs, notamment de la culture là-bas. C'est-à-dire que quand on allait là-bas, on n'allait pas dans les grandes villes. C'est pas Oran, Alger Ok. Et ou est-ce que tu avais Moustakhi. déjà des biais en amont sur l'Algérie? Est-ce que tu avais Alors, comment on appelle ça, des préjugés? non, pas justement. Ok, donc tu y arrivais vraiment Ouais, totalement voilà, ouais, exempte de préjugés sur j'idéalisais, l'Algérie. surtout j'idéalisais le pays. Ah, ok, donc tu y allais même avec un a priori positif, on va dire. Ah ouais, ouais, Ok. ouais. J'avais le dernier souvenir que j'avais, c'était moi qui m'amusais avec mes cousins et cousines là-bas. Donc bah pour moi ça allait être pareil. En fait, j'allais juste y aller pour jouer sans limite. Voilà. C'était les vacances d'été. J'étais vraiment très contente d'y aller. Ma mère était, elle, par contre, un peu plus préoccupée. Parce que elle savait, je pense, maintenant avec du recul, je sais qu'elle était préoccupée. Elle savait, je pense, que il y avait des risques de type faut mettre le voile, enfin, même que j'apprenne plus Ah oui, loin c'est vrai les. qu'elle le mettait pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc ma mère, quand elle allait là-bas, de toute façon, il fallait qu'elle le mette. Donc elle le mettait. Ok. Sinon, elle restait à la. Et puis bah en fait, j'ai vu que bah, ce traitement bah, s'appliquait à moi, bizarrement, et puis moi et mes cousines. Donc on restait toute la journée à la maison. Et puis bah moi, au bout d'un moment, bah, j'ai envie de sortir, quoi. Donc j'ai envie d'aller jouer, j'ai envie d'aller à la plage, de choses. Bah, quand on est enfant, quoi, finalement. Et non. Non, non, c'est pas possible. Si mon père n'est pas là, bah on peut pas y aller. Donc Et c'est quand un il peu. était là? Et quand il est là, bah là, on peut y aller, mais il faut qu'on soit chapeauté, quoi. Donc moi au début je comprends pas trop ce schéma, jusqu'à ce qu'en fait avec bah, une de mes cousines, on se mette à jouer dehors comme ça spontanément. On va dans la rue, on se trouve un coin à l'ombre et on joue aux raquettes. Et rapidement, bah ma tante ressort et il nous demande de rentrer et vite. Donc on rentre, voilà.
On nous dit, bah, jouez dans la cour, faites ce que vous voulez, mais ne jouez pas dehors. Et mon père, par la suite, a entendu qu'on était sortis dehors. Et il m'a expliqué que je pouvais pas sortir, pas comme ça en tout cas, que si je voulais sortir, bah, que je lui dise et tout, et comme ça il m'amène où je veux. Et moi je voulais être aussi avec mes cousins et mes cousines, j'avais pas envie de suivre mon père dans les familles, les grands-oncles, les grandes-tantes et tout, donc bah je restais à l'intérieur quoi. Donc déjà on a ça en prend l'image en prend un coup, l'image du pays, on prend un coup, Tu puis comprenais à ce moment-là ce qui se passait? plus ou moins. Parce que je Je comprends bien comme qu'ils sont pas francs, mais est-ce que entre vous vous discutez, vous ébauchez des scénarios avec mes cousines, tu veux dire? avec qui tu veux? Oui. Parce que Euh, c'est bizarre, est-ce que tu vas en vacances ouais. avec un a priori positif, c'est-à-dire Mhm. t'as pas de cliché en tête, tu vois, voilà. Oui. Euh, Tu débarques, t'as un traitement qui est totalement anormal. Mm. Euh, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Bah, je me dis que c'est injuste parce que mes frères, eux, sortaient. Mes frères, je les Ok. voyais, c'est-à-dire que moi, j'étais dans la chambre. La chambre donnait directement en termes de fenêtre sur la rue. J'avais toutes mes poupées dans la chambre que mon père avait pris soin d'emmener. Mais mes frères étaient dehors à jouer au ballon, à jouer aux cartes, à jouer aux dominos. Et moi, j'étais à l'intérieur et on me disait, tu peux pas sortir comme ça, quoi. Donc, je trouvais ça très injuste. Voilà. Sur le moment, je trouve ça injuste. Et puis ensuite, bah, quand on va à la plage, moi j'avais ramené, j'avais un petit maillot de bain, bah, c'était un 2 pièces d'enfant quoi, avec des petits soleils, enfin bon, c'était très mignon. Et on me dit rapidement, ma tante me dit, oulala, non, tu vas pas pouvoir sortir comme ça. Ma mère m'explique qu'elle va me faire un maillot de bain, 1 pièce, voilà. La tante, elle a fait une crise d'apoplexie. Limite. Mais elle avait plus l'air désolée, son regard, parce T'as que 11 ans, hein, on rappelle. ouais, on Donc, rappelle effectivement que j'ai 11 ans. Donc elle avait plus l'air désolée dans son regard parce que je pense qu'elle sait qu'en France ça nous est égal. Hein. Puis surtout on est un euh, enfant, on a envie de jouer avec le sable. Enfin c'est ça qu'on a envie de faire. Donc T'as compris qu'on t'a sexualisé à ce moment-là ou pas? je comprends pas que c'est pour me sexualiser. Non, pas du tout. Je comprends pas que c'est pour ça. Voilà. Donc bah au début je me dis bon bah d'accord. Ma Heureusement. mère, ouais heureusement. Donc ma mère me dit je vais t'acheter un maillot de bain 1 pièce. Elle m'achète un maillot de bain 1 pièce et puis finalement arrivé sur la plage bah faut se baigner en burqa. Donc mes tantes et mes cousines se baignent en burqa. Enfin, on se baigne en burqa. J'ai trouvé ça extrêmement désagréable. J'avais l'impression d'être tirée bah, dans le fond de la mer. Donc j'avais peur en fait. Finalement, je restais sous le parasol. Parce que c'est dangereux du coup le truc quoi. C'est dangereux. C'est totalement dangereux. Et Ah bon. d'ailleurs, quand on entend après en parler les sauveteurs, j'ai des amis de sauvetage en mer, etc., qui disent que les femmes qui se baignent comme ça a beau avoir un objectif de pudeur ou quoi, mais le sauvetage est beaucoup plus compliqué et surtout le risque d'accident est bien plus élevé. Donc voilà, moi je n'aimais pas ça. Et puis donc je restais en fait sous le parasol à attendre que la journée passe quoi. Donc, beaucoup moins drôle. Beaucoup moins drôle. Puis il y a d'autres choses qui se passent, entre autres, on veut aller faire du vélo, mais on peut pas faire de vélo parce que le vélo apparemment ça enlève la virginité. Voilà. On te le dit comme ça? Alors au début, tout des regards parce que je prends le vélo de mon cousin, je tourne et tout avec tous mes cousins et cousines dans les rues. Alors on te regarde de travers, mais du coup quand on a un petit peu d'expérience, quand on cumule, en tout cas tout ce que j'ai eu jusque-là, ben je me dis bon il y a peut-être un problème avec le fait de faire du vélo. Et puis quand je rentre, après, on t'explique, tu sais, t'as une virginité, la virginité, c'est un tissu qui est tendu et le vélo, ça le détend. D'accord. Ok, bon, c'est un peu Sympa spécial. l'ambiance. Ouais, sympa l'ambiance, exactement. Puis après, faut pas faire de roller non plus, parce que le roller aussi enlève la virginité. Ok, D'accord. d'accord, ok. Ok. Voilà. Donc on en apprend tous les jours, alors que bah moi, je sais que j'avais envie de leur dire, mais moi je fais du roller, je fais du vélo, et bah personne ne m'a jamais rien dit. Ouais, mais c'est pas pareil. Voilà. Mais et ça, je commence à le comprendre au cours du voyage. Et puis là, on va dire que l'apothéose, c'était qui m'a donné envie, enfin, ou plutôt retiré l'envie de ne plus jamais remettre les pieds là-bas. C'est la circoncision de mon petit frère qui avait 4 ans à l'époque, 3-4 ans, Hmm. et en même temps que mon cousin qui était un bébé. Et donc là, c'est la circoncision traditionnelle, avec le médecin qui n'en est pas un, qui vient dans la maison, et puis il procède à la circoncision. Et donc là, ça a
hurlé pendant... En fait, je ne sais pas, de mon point de vue d'enfant, surtout qui ne supportait pas d'entendre son frère hurler, j'aurais bien dit une bonne heure, mais peut-être que ça a duré moins longtemps. Voilà. Et donc, moi, je refuse de voir, je m'enferme dans une chambre, je pleure évidemment, parce que voilà. On t'a invité à les regarder? Oui, au début, et après, je suis pas être présente. Voilà. Donc les gens, ils veulent pas te faire du vélo, mais par contre, regarder ton frère se faire Oui, couper un ouais, morceau voilà. de... Non, là, il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, exactement. Et puis bien sûr, D'accord. on m'explique en même temps que c'est bon pour sa santé, que c'est normal pour un garçon, faire ça, et puis que 6 mois plus tard, j'ai un garçon, il faudrait que je fasse ça. Donc, non, sur le moment, non, j'ai du mal, Ils en t'ont fait. bien vendu le produit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Là, Ouais. je suis vraiment pas bien. Je suis dans tous mes états, puis j'ai 11 ans, quoi. Donc, bon. Et puis bon, une fois que c'est fini, ma tante revient me chercher. Elle me dit, ça y est, c'est fini, ton frère va bien, viens lui faire, etc. Et moi, je refuse de bouger. Puis elle me dit, mais il faut pas pleurer, tu sais, la prochaine fois, c'est à ton tour. Bon, sur le moment, je comprends D'accord. pas. Mais alors, ouais, sur le moment, je comprends vraiment pas. Je me dis, bah, je comprends pas, je suis pas un garçon, j'ai pas besoin d'avoir ça. Ah, Je l'ai parce que t'avais compris. quand même compris qu'ils allaient lui couper un morceau de gland. Oui, ouais. Oui, Ouais, donc ouais. forcément, quand on te dit ça à ton tour, tu comprends Exactement. pas et tu dis non, ne me dites pas que... Ah, ouais, non, je me dis pas ça du tout. Puis d'ailleurs, je n'avais aucune connaissance de Lexi, je ne savais pas ce que c'était. Ok. Ah Voilà. oui, ok, d'accord. Ok. Ah non, ouais. Mm. Donc bah là, bon, je me dis bon, je comprends pas, bon, c'est pas grave. Et je l'ai compris, mais au lycée, hein. Je l'ai Ah, compris ok, qu'au ok, lycée. ok. Voilà. Donc Ce serait bon, intéressant que tu demandes à ta mère si on lui a proposé de te le faire. C'est possible que, tu sais, elles lui ont demandé et qu'elle a dit non. ah Et je pense pas que ouais, ta mère, je pense pas que ta mère, elle l'aurait dit, tu sais, des fois, les parents, ils cachent des choses à leurs oui, enfants. Une oui, discussion oui. d'adultes. Mais tu me rediras ça plus tard. Elle m'a parlé de quelques, enfin vraiment après coup, hein, elle m'a parlé de ça il y a quoi, 1 an, même pas, de choses qui se sont, enfin des conversations plutôt même qui se sont tenues entre mon père et ses meilleurs amis ou quoi, en disant ah bah moi j'ai eu un fils à peu près en même temps que ta fille, plus tard on essaye d'arranger un truc. Ma mère s'est toujours opposée, mais toujours, elle a toujours dit mais on ne fait pas ça. C'est un enfant, elle vient à peine de découvrir le monde et déjà elle a un mariage au-dessus de la tête, c'est pas possible, voilà. Ouais. Donc Après, elle fait la maline parce qu'on est en France, hein, mais au bled, ouais, c'est c'est le ça. père qui a le dernier mot, hein. C'est le père qui a le dernier mot, Ok, ok. exactement. Ok, Donc donc, mais pour l'anecdote, j'ai déjà une personne que j'ai interviewée. Elle était algérienne et sa grand-mère aussi voulait l'exciser. Donc voilà. Apparemment en Algérie, enfin t'es pas la seule, je veux dire. Il ouais, doit y avoir un truc comme ça qui traîne il doit y dans avoir certaines familles, ouais. quoi. Ouais, peut-être parce que bon bah quand on en parle après avec enfin, j'ai d'autres amis qui sont d'origine maghrébine, hein, pas forcément d'Algérie, mais ça peut être Ok. Maroc, Tunisie, etc. Euh, eux ils me disent non, il y a pas de ça. Enfin chez nous, il y a Non, au pas cette Maroc, j'ai jamais entendu. Mm. ouais. Ça, pour le coup, il n'y a pas de cette pratique-là. Par contre, là où on va en entendre un peu parler, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne. Là, on va à nouveau entendre parler d'excision. Et ouais, j'ai pris connaissance de cette pratique-là, mais vraiment tardivement. C'est-à-dire que je vais avoir 15 ou 16 ans, quoi. Donc, et c'est là que j'ai compris que, ah, ok, c'est peut-être de ça dont on a parlé quand on m'a dit la prochaine fois, c'est à ton tour. Non, Mm. ouais. Donc c'est assez, on se dit ah bah, finalement à quelque chose près on y passait. Donc bon, Mais typiquement si t'habitais en Algérie, typiquement parce oui que c'est là vrai. ils ont plus d'influence sur toi vu que t'es Mm, physiquement hors d'Algérie. mm. Ah non mais ça fait peur, hein. Je pense que tes cousines, à minima, on leur a proposé, quoi. Enfin, on a proposé à leurs parents. Ouais peut-être, hein, Mm. peut-être. C'est Là possible. je ne sais pas, enfin c'est pas un sujet Ouais, évidemment. mais pareil, je pense pas qu'elle te l'aurait dit, tes cousines, tu vois. Hein. Ouais, Là, bah il oui suffit que tu sois pas particulièrement proche oui. pour qu'elle le garde pour elle, quoi. C'est ça. Et puis surtout, je pense que c'est assez traumatisant, ne C'est serait-ce ça. que moi, la circoncision de mon petit frère. Alors lui, il n'en parle jamais, circoncision, c'est simple. Mm. Mon autre frère, lui, ça s'est passé en bloc opératoire en France. Voilà, un truc dans les règles de l'art, on va dire. Mais lui, le dernier de mes frères, lui, il en parle tout simplement. Jamais, c'est pas un sujet. Non. Et puis alors moi aussi, je n'en ai pas parlé pendant bien longtemps. Et c'est que
après que par la suite, en fait, j'ai commencé à dire à mes parents pourquoi en fait ça s'est passé comme ça, je comprends pas. Et ma mère m'a dit qu'elle-même n'était pas au courant que ça allait se passer à ce moment-là en fait, et surtout dans ces conditions-là. Voilà, qu'elle n'approuvait absolument pas, hein. Elle approuvait la circoncision, l'idée, Oui, hein, mais elle oui, n'approuvait enfin, absolument pas les conditions. elle a laissé faire quelque chose qu'elle n'approuvait pas. Donc, soit elle se remet en Ouais. question sur sa capacité à avoir une influence au sein de son couple, Mm. soit c'est un peu genre je regrette et je réécris le scénario a posteriori, quoi. Ce qui, voilà, quoi. C'est surtout que ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle en avait voulu quand même aussi à mon père à ce moment-là, parce que Oui, oui, oui. oui, c'était pas du tout, voilà, c'est pas du tout ce qu'elle avait planifié en tout cas pour lui. Elle voulait faire comme notre frère, c'est-à-dire le faire tranquillement, dans des conditions sanitaires. Je sous-estime pas le fait qu'elle a pas dû se rendre compte de dans quoi elle s'embarquait. Ça, c'est possible, hein. Oui, Mais bon, oui, voilà, quoi. ouais. La naïveté a bon dos quand même, parce que bon. Moi, tu me dis, on va couper un morceau de gland de ton fils au bled sans anesthésie. Mm. Bon, à quel moment dans ma tête est-ce que je me dis que ça va bien se passer, quoi. Ouais, non, non, mais Donc voilà. Et encore là, comme ton histoire, elle ne le dit pas, mais il n'y a pas eu de séquelles. Donc en plus, on est même dans un scénario plutôt positif de cette histoire. ouais, c'est ça. Bah, en Donc, fait, c'est ce que je me dis. Je me suis toujours dit, mais en fait, ça aurait pu, d'un point de vue sanitaire, ça aurait pu être grave, en fait. mais bien sûr, Le médecin n'est vraiment pas médecin, quoi. Donc, c'est ça. c'est juste un gars qui a l'habitude de faire des circoncisions et, je sais pas, hein, qui s'est auto-proclamé médecin pour faire des. Donc, ouais. Voilà. C'est assez, ouais, quand je suis rentrée, bah, j'étais contente de rentrer, finalement, ça a duré 15 jours, ce voyage. J'étais contente de C'est bien la rentrer. France, hein. Ah ouais, après quand on rentre, on dit oh, c'est magnifique ici. Voilà. Et parce que c'est vrai que quand je prends du recul, c'est quand j'étais enfant, je me disais trop bien l'Algérie, mais en fait c'est trop bien parce que j'y suis en vacances. Voilà. Et puis que je suis enfant surtout aussi, parce que c'est malheureusement quand on y est en vacances et qu'on est femme, ben on n'est pas, c'est pas des vacances, hein, on fait à manger pour monsieur. Donc, quand on rentre en France, après le voyage en Algérie, je suis très contente de rentrer. Voilà. Très contente de me dire que je me baignerai pas en burqa, et puis surtout que je vais rentrer chez moi et peut-être que, enfin, j'ai toujours en tête mon petit frère qui a marché pendant des jours avec les jambes hyper écartées, et je me suis dit bon bah peut-être qu'il pourra voir le médecin et que ça ira mieux quoi. Voilà. Il n'en a pas voulu à tes parents pendant quelque temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu t'en rappelles pas? Ouais, alors c'est pas que je m'en rappelle très très bien. J'ai pas l'impression qu'il en ait voulu à mes parents, mais après peut-être que lui, par la suite, en a voulu. Mais comme il n'en parle pas, et puis qu'on n'en parle pas entre nous, je pourrais pas te Je pense dire. que maintenant il a à moitié oublié. Enfin, il se rappelle juste que ça a fait mal, quoi. Ça doit être la Ouais, seule information qu'il a dans sa ouais, tête. ouais. Alors puis surtout, il se rappelle bien que après toute la famille, les voisins, tout ça, ont donné de l'argent pour qu'il s'achète un vélo. Voilà. Donc après, Ça, il s'en rappelle, ça. ouais, ça, il s'en rappelle. Donc, quand on est rentré, mes parents ont fait la conversion. Ils lui ont acheté un vélo tout neuf. Il était très content et c'était, on va dire, le pansement, quoi. C'est terrible, mais c'est la grosse plaie et le vélo. Voilà. Bon, alors là, t'avais 11 ans. Est-ce que t'as eu ensuite, parce que vu que t'es jeune, voilà, on va vite arriver à ton apostasie. Est-ce que t'as eu un plus haut niveau d'islamité entre-temps dans l'adolescence ou même avant Euh, l'apostasie, j'en sais alors, dans l'ado, on va dire, enfin, je coupe beaucoup, je sépare beaucoup en deux, la partie au collège et la partie au lycée. Où au collège, en fait, c'est un peu la continuité de quand j'étais enfant, hein, c'est-à-dire que j'étais consciente d'être musulmane sans avoir une pratique très assidue, tout ça. Mon père, après, de son côté, essayait de m'inculquer le fait de faire ma prière 5 fois par jour, de faire le ramadan, etc. Donc quand je faisais le ramadan, j'avais une certaine fierté, ça c'est vrai. Une fois que le mois était fini, je me disais waouh, j'ai 30 jours sans manger la journée, et c'est incroyable quoi. En fait, c'était plutôt ça que la spiritualité en elle-même. J'avais pas l'impression d'être plus proche de Dieu ou quoi. J'étais plus dans mon exploit physique parce que j'ai jeûné. Mais par contre, la prière, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire que ça me prenait du temps. C'est ça que je voyais, hein. C'est que ça me prenait du temps. Je sais pas. pas Je pourquoi. sentais pas la connexion spirituelle avec le divin. Voilà, c'est ça. Je voyais pas du tout que. Et puis C'est surtout, mécanique, quoi.
Voilà, et puis ça me prenait du temps, quoi. C'est ça que je voyais, c'est que ça me prenait du temps. Je devais m'arrêter de faire mes devoirs, de jouer, de je ne sais pas moi, parce que il fallait que je prenne 15-20 minutes pour faire mes ablutions, la prière, et après on récite des sourates de protection, de je ne sais quoi. Enfin, bon, moi ça me dépassait tout ça, et ça quand j'étais enfant, enfin enfant et puis jeune adolescente, ça ne m'allait pas. Puis il y avait aussi tout ce qui était autour, hein, on va dire les vêtements surtout. Hein, ça c'est un gros sujet et encore aujourd'hui. Les vêtements, donc pas de shorts, pas de jupe au-dessus des genoux, pas de robe au-dessus des genoux. À un moment il avait été question des débardeurs. La pratique sportive, donc ça a été un grand débat parce que moi je voulais faire de la danse et de la gymnastique et mon père ne voulait pas parce que la danse et la gymnastique ça se fait en juste au corps. Du coup, t'en as jamais fait? Si, j'en ai fait. Ah si, quand même. Et Ok. grâce à ma mère. Hein. Honnêtement, c'est elle qui négociait beaucoup derrière. Attends, d'où elle négociait là? C'est une discussion spirituelle et religieuse. Oui. Bah, en fait, elle... Vous achetez pas une télé? C'était quoi sa ouais. négociation? Bah, en fait, convaincre mon père comme quoi ça ne va pas m'enlever ce côté musulmane, etc. Et puis, alors surtout, ma mère était était persuadée, et elle l'est toujours encore aujourd'hui, elle en parle, en disant que elle n'a jamais vu une enfant aussi convaincue d'être musulmane que moi. Voilà. Donc dès que j'étais enfant, comme je l'ai dit au début, j'avais rejeté la viande à la cantine, je disais bismillah, ce genre de choses, quoi. Hein, voilà. Donc évidemment, par mimétisme, évidemment. Mais je voyais mes parents le faire, je le faisais. Donc voilà. La question du voile, toi, elle s'est jamais posée? Alors pour moi, en tant que réflexion personnelle, non. Moi, je faisais comme ma mère. Non, je ne voulais Ça pas du t'arrangeait? ça m'arrangeait bien, hein. Voilà. On nous en a parlé rapidement en école coranique quand j'avais 10 ans. Et en fait, franchement, si on me l'avait pas imposé avec des coups de règle, on va dire, peut-être que j'y aurais réfléchi, sincèrement. Mais comme ça m'a été présenté comme ça, en fait, j'en voulais pas. Voilà. De toute façon, j'ai toujours eu ce caractère. T'es braqué, quoi. Ah ouais. J'ai toujours eu ce caractère. Tout ce qu'on m'impose, je n'en veux pas. Voilà. Donc le voile, non. Par contre, mon père, lui, vers mes 12 ans, il a commencé à me dire, ah, tu sais, le voile, il Ça te avait... rendrait belle. On est belle Ah avec le ouais, voile. exact. L'ovale du visage, ça le remet en valeur. Oh, voilà, exactement. T'as exactement le discours. Ouais, ils ont tous le même disque. Et Tu ouais, rigoles. voilà. Il avait été faire le pèlerinage, il est revenu, il avait acheté des voiles pour moi et ma mère, et puis moi je l'avais essayé, etc. Et puis il était là, oh, Allah, c'est magnifique, ça te va très bien, ça révèle ta beauté. Ouais, ok, d'accord. Non, l'émotion, elle est pas passée là. L'émotion n'est pas passée du tout. Il a pas réussi à te vendre le produit, là. Ouais. Par contre, il nous avait acheté des PSP, et ça, on était très contents. Ah, ça, ouais, ok, d'accord. Ça, tout de suite, ça passait mieux. Mais le voile, Tu non. pressentais que souvent le voile, c'est un aller sans retour?